Nouvelle semaine dans Planétaire. Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus. L'émission qui traite des questions environnementales en Afrique de l'Ouest et au-delà. Cette semaine, nous parlons de l'impact de l'érosion côtière sur les espèces maritimes. À Bargny, ville dans le sud-est de la banlieue dakaroise, de nombreux poissons se sont échoués sur la plage ces derniers jours en raison de l'érosion côtière. En août dernier, des dizaines de maisons avaient été frappées par les vagues à cause d'une houle dangereuse. En dehors des conséquences sur les habitations, les organisations environnementales attirent l'attention également sur les conséquences de l'érosion côtière sur les activités des poissons. On en parle avec Cheikh Fadel Ouad, coordonnateur de la plateforme nationale des acteurs pour la justice climatique. Dans la seconde partie de ce magazine, nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire où la campagne de commercialisation du cacao est en cours. Une campagne qui a bien démarré selon les producteurs qui se réjouissent de la hausse du prix du kilo de cacao cette année. Toutefois, un certain nombre de défis doivent être relevés pour une réussite de la campagne, soutient-il. Nous allons retrouver à Abidjan Sie Kambou, président de la Fédération des organisations de producteurs de café cacao. Planétaire, le futur de l'environnement commence ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. L'érosion côtière fait des ravages à Bargny, localité dans le sud-est de la banlieue de Dakar. En août dernier, des dizaines de maisons ont été englouties par les eaux. Rappel des faits avec Charlène Ninga. C'est une trentaine de maisons qui se sont retrouvées piégées par les vagues à Bargny. Cela survient après qu'une houle dévastatrice ait submergé mi-août la façade de ces habitations, laissant une centaine de familles dans la promiscuité et le chagrin. Une houle alimentée par une combinaison de facteurs humains, entre autres le changement climatique, l'élévation du niveau des mers, l'extraction du sable ou encore des constructions non planifiées. Les vagues, en plus d'être fortes et violentes, rongent les côtes et provoquent un recul significatif du rivage. Le Sénégal, avec ses 700 km de côte, est confronté à une avancée alarmante de la mer. Un phénomène qui affecte environ 65% de cette bande littorale, selon les estimations des scientifiques. Les conséquences de l'érosion côtière à Bargny sont considérables. Et parmi les conséquences, Charlène, des poissons qui échouent sur la plage, des impacts que déplorent les organisations environnementales. Et avec nous pour en parler, Cheikh Fadel Ouad, vous êtes le coordonnateur de la plateforme nationale des acteurs pour la justice climatique ici au Sénégal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes basé à Bargny, localité située dans le sud-est de la banlieue de Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bargny, justement, une localité où l'érosion côtière fait de nouveaux dégâts. Plusieurs maisons qui font face à la mer sont englouties par les eaux depuis le mois d'août. Comment comprendre ce phénomène et quel est l'état des lieux actuellement? Oui, le phénomène, c'est dû au changement climatique. Parce que vous savez, quand on parle d'érosion côtière, quand on parle de c'est le changement climatique. C'est les effets du changement climatique qui font qu'il y a l'avancée de la mer, qu'il y a l'érosion côtière. Effectivement, et Bargny, qui est une zone très très vulnérable, d'après le plan d'action national d'adaptation face au changement climatique, qui le classe parmi les zones les plus vulnérables. Donc l'état des lieux à Bargny, c'est vraiment le désarroi. Parce que chaque année, nous vivons ça, les effets du changement climatique. Nous ne pouvons pas nous adapter par nous-mêmes. Il n'y a pas de programme d'adaptation pour ces communautés. C'est pourquoi chaque année, nous vivons ces genres de phénomènes, ces genres de catastrophes. Voilà. Et quelles sont les conséquences de l'érosion côtière sur les espèces maritimes, notamment les poissons en mer? Est-ce qu'il y a des impacts, par exemple, sur l'activité des poissons? Mais bien sûr, parce que comme je t'ai dit, quand on parle de l'érosion côtière, c'est les changements climatiques. Les changements climatiques, les effets, par exemple, quand on nous parle de l'acidification des océans qui asphyxie les poissons. Donc, il y a des poissons, comme les poissons nobles, qui n'étaient pas très très loin en mer,
mais ils ne peuvent plus de continuer à vivre, surtout s'il y a cette acidification. Il y a aussi la hausse des températures, l'eau qui devient plus chaude. Donc tout ça, ce sont des aspects qui font que effectivement la reproduction de ces espèces fait défaut. Donc effectivement, il y a un très grand impact de cette érosion, de ce changement climatique, comme j'ai dit, de l'acidification et surtout de la hausse des températures, voilà, qui font que la reproduction ne puisse pas se faire comme il se doit. Et est-ce que l'érosion côtière laisse aussi des impacts sur la pêche? Bien sûr, parce que comme j'ai dit, l'érosion côtière, c'est les habitants, les causes, les habitants souffrent de l'érosion côtière parce que la mer s'abat sur leurs maisons, mais aussi leurs outils de travail, parce que nous savons que les pêcheurs utilisent des pirogues en bois et avec l'érosion côtière, ils n'ont même plus de place où garer leurs pirogues. Et parfois aussi, il y a de très grosses houles qui peuvent les surprendre la nuit et casser tout leur matériel. Donc, effectivement, c'est un véritable problème pour ces braves gens qui ne savent plus sur quel sein se vouer. Et combien en estime-t-on le nombre de poissons qui échouent sur la plage? Bon, peut-être ça, ce sont les techniciens qui peuvent le dire, mais nous, en tant qu'environnementalistes, voilà, nous ne pouvons pas les calculer. Mais quand même, nous voyons que de plus en plus, bon, il y en a qui disent que lorsqu'ils ont commencé à exploiter le pétrole, à faire des recherches, ça a aussi perturbé les poissons, parce que les recherches, il y a des tirs de mines à l'intérieur, voilà, il y a le bruit. Donc, il y en a qui disent, mais nous, ce qu'on a constaté, c'est que, voilà, on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas. Effectivement, comme j'ai dit, que ce soit les baleines, les gros cétacés, les poissons qui échouent, mais nous ne pouvons pas quantifier. Voilà, ça, je crois que ce sont les experts, les universitaires qui peuvent le faire. Et comment protéger les poissons en cas de mauvaises conditions climatiques qui peuvent entraîner souvent des houles parfois dangereuses? Non, malheureusement, on ne peut pas les protéger. C'est comme tu vois parfois des bancs de poissons qui s'affaissent sur la plage. Il y a aussi les cétacés comme les baleines parfois qui échouent. Tout ça, effectivement, c'est des phénomènes dus au changement climatique. Nous l'avons vu ces dernières années, que ce soit à Saint-Louis, que ce soit vers Gorée. Mais de très grandes cétacés, des baleines voilà, qui échouent sur la plage et personne ne peut te dire c'est quoi. Donc, mais nous pensons qu'effectivement, c'est dû au changement climatique, mais je ne pense pas qu'ils ont des solutions sur ça. Et encore une fois, sachant que l'Afrique est, comme j'ai dit, mal barrée. En cas de ces phénomènes, nous ne pouvons même pas voilà, nous prendre en charge. C'est comme vous le voyez sur l'adaptation. Nous n'avons pas les moyens de nous adapter. Donc, c'est pareil aussi pour ces poissons qui échouent sur les plages parce qu'effectivement, avec, comme j'ai dit, l'acidification des océans ou la montée des eaux, la hausse des températures, tout ça, c'est des facteurs qui font que chaque jour, nous voyons ces phénomènes des poissons qui échouent sur la plage et surtout ces grands cétacés. C'est les baleines et autres. Et vraiment, c'est une véritable catastrophe. Et donc, on peut dire qu'il n'y a aucune solution à l'heure actuelle concernant ces phénomènes tels que l'érosion côtière, l'acidification des océans, entre autres. Vous parlez d'adaptation, mais pour vous, c'est un projet voué à l'échec. Ah oui, c'est parce que c'est nous qui essayons de nous adapter par nous-mêmes. En prenant, par exemple, des pneus usagés ou bien des sacs de riz vides où on met du sable pour les mettre devant nos maisons. Mais parce que nous sommes là, nous ne pouvons rien, nous ne pouvons que constater. Parce que l'adaptation est trop chère, je le dis souvent. Aller à Tchaoulène, à Rufisque, il y a une digue de protection qui s'étend sur 700 mètres, mais qui a coûté plus de 4 milliards. Donc ça, nous savons que les communautés et même les autorités municipales ne peuvent pas accompagner. Même l'État, parfois pour le faire, il faut qu'il tende la main aux pays du Nord pour ceux qui ont occasionné ce réchauffement climatique,
Mais si on nous laisse à nous-mêmes, nous ne pourrons pas nous en sortir. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. On nous a laissé à nous-mêmes. Bargny, ce plan d'adaptation face au changement climatique que l'État du Sénégal date de 2006. Et de 2006 à nos jours, il n'y a pas de programme d'adaptation à Bargny. Donc, on nous a laissé à nous-mêmes. Et ce qui se passe à Bargny, c'est ce qui se passe à Saint-Louis, c'est ce qui se passe dans les îles de la Basse-Casamance, un peu partout au Sénégal. Et pour dire que pour la plateforme nationale des acteurs pour une justice climatique, nous avons sillonné tout le pays, mais malheureusement, le constat est là. C'est un constat amer, ce qui se passe est-ce que vous savez qu'à Nyomoun, dans les îles de la Basse-Casamance, oui, ils prennent l'eau de pluie pour s'abreuver correctement. Donc, dans chaque maison, il y a une gouttière et une réservoir pour essayer de capter l'eau de pluie. Donc, c'est comme si c'était des gens qui n'habitaient pas le Sénégal. Alors que l'État aurait pu, chaque mois, amener même si parce que c'est dans la fleuve, s'il n'y a pas de citerne, mais qu'on leur mette des bâches de 10 000 voire 20 000 litres d'eau pour qu'ils puissent s'alimenter correctement. Mais malheureusement, c'est comme ça. On constate, mais on n'y peut rien. Un constat amer, donc, cher Fadel Ouad. Je rappelle encore que vous êtes le coordonnateur de la plateforme nationale des acteurs pour la justice climatique ici au Sénégal. Merci, cher Fadel Ouad, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous en sommes à la seconde partie de ce programme et nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire. La campagne de commercialisation du cacao a officiellement démarré mardi dernier. Désormais, le prix de l'or brun est fixé à 1800 francs CFA le kilogramme, tandis que celui du café est arrêté à 1500 francs CFA. L'annonce est du ministre ivoirien de l'Agriculture lors de la cérémonie de clôture de la 9e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Les précisions avec Demba Amarhan. Pour cette nouvelle campagne qui démarre, le prix du kilogramme de cacao connaît une hausse de 20% comparé à la campagne précédente. Une situation qui s'explique, selon le ministre ivoirien de l'Agriculture, par une chute de plus de 25% de la production de cacao en Afrique de l'Ouest. Kwabena Kwasi Adjoumani. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la coopération stratégique avec le gouvernement du Ghana, a décidé d'harmoniser les politiques de production, de commercialisation et de fixation des prix de cacao. Ainsi, pour la campagne 2024-2025, après analyse des composantes de la vente anticipée du cacao, le gouvernement a décidé une hausse de 20% par rapport au prix de la campagne intermédiaire qui s'achève et donc de fixer à 1800 francs le prix du kilogramme de cacao. Kwabena Kwasi Adjoumani invite par ailleurs les acteurs de la filière au respect du prix fixé et à surtout éviter tout trafic du cacao. J'invite les acteurs au respect de ces prix planchers et appelle le Conseil du café cacao au renforcement des dispositifs de surveillance et de contrôle tant à l'intérieur du territoire national qu'à nos frontières, ainsi qu'à la tolérance zéro envers tout contrevenant à ces décisions. Autre annonce faite par le gouvernement ivoirien, les producteurs de café et de cacao ainsi que leurs familles vont désormais bénéficier de la couverture maladie universelle prise en charge par le Conseil du café cacao. Demba Amarhan, merci. Et pour parler des enjeux de cette campagne, nous sommes avec Sie Kambou. Bonjour. Bonjour, M. Diakité. Vous êtes le président de la Fédération des organisations de producteurs de café cacao. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Bien. Alors, que représente la présente campagne de commercialisation du cacao qui a débuté le mardi 1er octobre dernier? Oui, c'est pour nous les producteurs de café cacao, c'est une excellente campagne qui démarre
avec vraiment 2 prix qu'on n'a jamais obtenus, 1500 au kilogramme pour le café et puis 1800 pour le cacao. C'est une très belle campagne qui démarre pour nous. Bien, et pour cette année, vous l'avez soulevé, le prix du kilo de cacao est fixé à 1800 francs CFA. Comment il faut comprendre cette hausse annoncée par le ministre ivoirien de l'Agriculture, sachant que l'année dernière, le prix était établi à 1000 francs CFA? Oui, la loi, c'est la loi du marché, hein. C'est une question de l'offre et de la demande. Et puis, tous ces prix qui ont flambé, c'est dû à un certain nombre de mesures qui ont été mises en place par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Si vous remarquez, à partir de l'année 2017-2018, la Côte d'Ivoire avait limité sa replantation au niveau du verger cacao pour que cela puisse impacter le prix. Et c'est l'ensemble de ces mesures qui ont été mises en place en la Côte d'Ivoire et le Ghana aujourd'hui qui nous a permis d'atteindre ces prix records que tout le monde applaudit aujourd'hui, sans savoir qu'est-ce qui a été fait pour qu'on puisse atteindre ces prix records qui n'ont jamais été observés depuis plusieurs décennies. Et comment cette campagne commerciale devrait permettre à la Côte d'Ivoire de conserver sa place de premier producteur de cacao? Vous êtes d'accord avec moi qu'avec ces prix records-là, on aura encore la capacité et l'engouement pour conduire nos producteurs à adhérer aux différents programmes pour protéger l'environnement, parce qu'aujourd'hui, on parle de durabilité dans la filière café-cacao, mais pour qu'il y ait durabilité, il faut qu'on s'assure d'abord que celui qui produit a un bon revenu pour pouvoir mettre en œuvre toutes les exigences environnementales recommandées, je veux dire par l'Union européenne, recommandées par les programmes de durabilité. Or, si on a ces prix records-là, nous sommes convaincus que nos producteurs vont adhérer aux différents programmes de durabilité dont la Côte d'Ivoire peut toujours garantir sa place de premier producteur mondial de cacao. Et quels sont les défis actuels à relever pour une réussite de la campagne de commercialisation du cacao? Oui, les défis actuels qui se présentent à nous pour une campagne réussie, d'abord, on va tous, en tant qu'organisation, répartis sur le terrain pour sensibiliser tous les acteurs à respecter le prix. Quand vous voyez, quand ce prix qui est élevé 1800, ça veut dire que pour une tonne de cacao, il faut 1 800 000 francs CFA. Donc, il aura peut-être quelques soucis au niveau du financement. Une banque qui devrait peut-être acheter avant, je veux dire 40 tonnes de cacao, peut-être il fallait 40 millions aujourd'hui pour acheter 40 tonnes de cacao, il faut pratiquement environ 80 millions. Donc, il y a le défi de financement. Quand il y a le défi de financement qui se présente, les gens ont tendance à tricher au niveau des prix, au niveau des délégués ou des pisteurs. Nous, les organisations de producteurs, ce défi qui nous reste à tourner sur le terrain afin d'éviter tout, je veux dire, tout malentendu ou bien tout à fait d'escroquerie des producteurs vis-à-vis des prix. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire. C'est le défi qui nous attend. Sie Kambou, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des organisations de producteurs de café cacao. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi et merci aussi pour votre interview qui permet d'éclairer la lanterne. Au Mali, la rentrée scolaire prévue le mardi 1er octobre a été reportée. Les élèves de l'enseignement primaire et fondamental devront encore patienter. Une décision prise par les autorités maliennes suite aux inondations qui affectent des milliers de familles qui ont trouvé refuge dans des salles de classe. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Aliou Thiam. Les élèves maliens doivent encore patienter 1 mois avant le retour à l'école. La rentrée scolaire qui était prévue aujourd'hui mardi est finalement reportée au 4 novembre prochain. Une décision justifiée selon les autorités maliennes. Amadou Savané, ministre malien de l'Éducation nationale. Cette année, les pluies sont abondantes dans notre pays. Les inondations, dans leur ampleur, ont touché pratiquement tout le monde. Les établissements scolaires ne font pas exception. Donc il est normal qu'une mesure forte soit prise pour faire une rentrée réussie, une rentrée sans prise de risque. Parce que envoyer les élèves dans des structures scolaires qui sont soit inondées, soit occupées par des sinistrés et des inondations, c'est s'engager dans une sorte d'aventure qui n'est pas dans nos habitudes. Cette décision intervient alors que le pays fait face à des séries d'inondations qui ont affecté des milliers de familles à travers le pays. Plusieurs sinistrés ont dû trouver refuge dans des salles
des classes. Pour rappel, ces inondations ont fait à ce jour 75 morts. Les autorités maliennes avaient par ailleurs décrété l'état de catastrophe nationale. De Bamako, Aliou Thiam pour la West Africa Democracy Radio. Et c'est cet élément d'Aliou Thiam qui boucle ce numéro de Planétaire. Merci de l'avoir écouté. À la présentation, Mustapha Diakité, émission que vous pouvez réécouter sur notre site www.wadr.org. Merci également à nos radios partenaires. Planétaire revient jeudi prochain, mais d'ici là, portez-vous bien.